Il est bientôt 7h sur Europe 1. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. À la une, on sera justement en direct d'Athènes en début de journal. La capitale grecque et le reste du pays frappés par la canicule, forte chaleur et violents incendies. Plusieurs stations balnéaires ont dû être évacuées. L'autre actualité de ce mardi, c'est le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon. Confirmation officielle de l'Élysée hier soir. Une décision déjà très critiquée dans les oppositions. C'est une information européenne. Le policier présumé du tir mortel sur Naël est privé de parloir. La justice lui refuse toujours la visite de ses proches. Enfin, le boom des boîtes à histoire. Les enfants en raffolent. Que sont donc ces boîtes à histoire? Réponse en fin de journal. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. L'Europe du Sud continue de suffoquer. Chaleur écrasante en Italie, en Espagne et en Grèce. Température rarement vue dans un pays où le mercure est souvent pris d'un accès de fièvre. Mais là, c'est presque du jamais vu. Il faut ajouter à cela les incendies. Plusieurs stations balnéaires évacuées préventivement. À Loutraki, à 80 km d'Athènes, 1200 enfants d'une colonie de vacances ont dû plier bagages. On retrouve Clémentine Athanasiadis, correspondante d'Europe 1 en Grèce. Les pompiers continuent de se battre sur 3 fronts. Une bataille contre les flammes qui a repris dans le ciel dès les premières lueurs du soleil avec le renfort d'avions et d'hélicoptères. Les incendies continuent de se propager dangereusement dans la région de la Boétie et près des stations balnéaires dans l'ouest et dans l'est d'Athènes. Depuis hier, les vents violents attisent les feux et rendent la situation très difficile pour les forces sur place. De nombreux habitants ont dû être évacués, comme plus de 1200 enfants qui se trouvaient en colonie de vacances près de la station touristique de Loutraki, à environ 80 km de la capitale. Propriétés, voitures et terres sont détruites par les flammes. Dans l'est d'Athènes, où les habitants ont vu leur maison brûler, les premières critiques se font entendre. Selon certains élus locaux, l'envoi de renforts terrestres et aériens a été très long et les moyens manquent, alors que la journée sera encore très difficile. Les pompiers redoutent les rafales de vent et les hautes températures. Les risques d'incendie restent ainsi très élevés dans plusieurs régions, comme dans l'Attique, le Péloponnèse ou la Crète. Clémentine Athanasiadis, correspondante d'Europe 1 à Athènes. On suffoque aussi en Italie et en Espagne. Près de 48 degrés attendus aujourd'hui en Sardaigne. Cet épisode de chaleur intense devrait durer jusqu'à demain avant une baisse des températures attendue jeudi. La canicule qui s'installe aussi en France, Christophe. Le gouvernement a déclenché le plan national de gestion des vagues de chaleur. Recensement des points d'eau et des îlots fraîcheur, adaptation des horaires pour les travaux en extérieur. Il s'agit notamment de protéger les ouvriers du bâtiment et des travaux publics. Quelques-unes des mesures de ce plan. Au total, 16 départements en vigilance jaune, 7 en orange, tous situés dans l'extrême sud-est, à l'exception des Pyrénées-Orientales. Vague de chaleur qui pourrait durer encore quelques jours, notamment dans les Alpes-Maritimes. Elle reste. Elisabeth Borne prolonge son bail à Matignon. Confirmation officielle tombée hier dans la soirée, mais Emmanuel Macron en aurait informé sa première ministre dès ce week-end. La chef du gouvernement va poursuivre sa mission avec un nouveau directeur de cabinet, un maintien en fonction fustigé par les oppositions, notamment par la députée écologiste Sandrine Rousseau. C'est la ligne d'Emmanuel Macron qui continue. Il est incapable de changer quoi que ce soit, pas même une virgule de sa ligne, alors qu'on sort de 100 jours qui ont été des jours de chaos en réalité. Et il ne change rien. Voilà, il est incapable d'entendre la nécessité d'envoyer un signe aux Français. Ça devient inquiétant en fait. Tant qu'Emmanuel Macron ne marque pas, ne fait pas un geste politique pour montrer qu'il a entendu ce qui s'est passé dans le pays et ce qui se passe actuellement dans le pays, quel que soit le premier ou la première ministre, ça ne changera rien. La députée Europe Écologie Les Verts de Paris, Sandrine Rousseau, avec Magdalène Trémollet. Voilà donc Elisabeth Borne maintenue, mais la photo de famille, elle devrait évoluer. La première ministre veut remanier son équipe. Selon un conseiller, 6 ou 7 ministres pourraient partir. Réponse attendue d'ici ce week-end. Hasard du calendrier, l'ensemble du gouvernement est attendu ce soir pour un dîner à l'Élysée. Rendez-vous traditionnel avant la trêve estivale qui pourrait donc, pour certains, prendre des allures de pot de départ. Europe 1 matin, il est 7h04. C'est une information Europe 1. Le policier présumé responsable de la mort de Naël reste en prison. Sa demande de parloir lui a été refusée. Alors on rappelle qu'il est mis en examen pour homicide volontaire, placé en détention préventive à la maison de la santé, à la prison de la santé depuis 3 semaines. Il n'a pas reçu la moindre visite de sa femme et de ses enfants. La justice s'y oppose catégoriquement, William Molinier.
Oui, si bien que son entourage s'interroge. Pourquoi le juge d'instruction en charge de l'affaire n'autorise-t-il pas de permis de visite ? Selon les informations d'Europe 1, en 3 semaines de détention, ce policier n'a pas eu la possibilité de voir sa famille. Tout juste a-t-il pu parler à sa femme, mais uniquement au téléphone. Depuis sa cellule de la prison de la Santé à Paris, où il a été placé à l'isolement, il croupit comme un chien. On le considère comme le pire des délinquants, s'agace un membre des forces de l'ordre. Ses proches ont pourtant écrit au magistrat pour obtenir un droit de visite, mais sur le papier, le juge n'est pas contraint d'y donner suite dans l'immédiat. Il dispose d'un délai de 20 jours et c'est bien cela qui irrite aujourd'hui les collègues de l'auteur du tir sur Naël. Le juge aurait pu accorder rapidement un parloir à sa femme. Vu le lynchage médiatique, ça aurait été la moindre des choses, poursuit un policier. Selon les informations d'Europe 1, son avocat, maître Laurent Franck-Liénard, devrait faire la semaine prochaine une nouvelle demande de remise en liberté et proposer un placement sous bracelet électronique en guise de contrôle judiciaire. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Nous sommes maintenant à Béziers, dans l'Hérault, où la mairie part en guerre contre les propriétaires de chiens indélicats. Alors, pas de motocrotte ici, mais un passeport génétique obligatoire pour toutou. La mesure concerne l'hypercentre de Béziers. Chaque animal devra donc passer par un prélèvement salivaire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour pouvoir ensuite identifier le propriétaire qui a laissé son chien s'oublier sur le trottoir sans ramasser ses déjections. À la clé, une amende de 122 €. Et si vous refusez le passeport, ce sera 38 €. Ben oui, le maire Robert Ménard estime qu'il ne pouvait pas faire autrement. On a multiplié les campagnes, vous savez, d'avertissement pédagogique, mais ça ne suffit pas. Chaque mois, dans le cœur historique de la ville, ça représente plus d'1 millier de crottes. À partir de la rentrée, les propriétaires d'un chien seront obligés d'avoir une carte d'identité génétique de son chien, c'est-à-dire qu'un vétérinaire prend la salive de votre chien et relève son ADN. On pourra le faire chez un vétérinaire, mais on offrira aussi la possibilité aux gens de le faire aux frais de la ville au début du mois de septembre. Et si on trouve une crotte, la police municipale ou les ASVP pourront prélever un peu de la crotte du chien et ça suffira, grâce à un laboratoire, pour remonter jusqu'au propriétaire du chien. Je ne vois pas pourquoi je tolérerai, j'accepterai qu'un certain nombre de gens se comportent comme des sagouins. Quand vous avez un chien, vous ramassez ses crottes, c'est le minimum. Le maire de Béziers, très en colère, Robert Ménard avec Geoffrey Branger. Alors attention, l'entrée en fonction du passeport pour chien, c'est prévu pour la rentrée. C'est la tendance du moment, Christophe, pour occuper les enfants sans les mettre devant un écran. La boîte à histoire. Le jouet fait fureur. Il permet de coucher ses enfants en douceur, sans cris et sans pleurs. Bref, le rêve. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est donc une boîte à histoire sans écran ? Eh bien, il y a juste des boutons et des histoires préenregistrées. On appuie et le tour est joué. Les parents sont ravis. Si, reportage Noah Moussa. Aujourd'hui, c'est les vacances. Et Gaston a décidé d'aller au bord de la mer. Ce récit, Vadim, 3 ans et demi, l'écoute en boucle depuis que sa mère, Marion, lui a acheté une boîte à histoire, son nouveau jouet, il y a 3 mois. Il en est assez fan, il le réclame. Je voulais pas d'écran, donc c'est vrai que ça permet qu'il ait quelque chose à toucher, un peu comme les téléphones, mais qui soit sans écran et donc pas excitant avant de dormir. C'est un bon compromis entre les deux, quoi. C'est efficace, ça canalise bien l'enfant. La boîte à histoire est le jouet numéro 1 en France depuis 3 ans. Des entreprises comme Yoto, Tonies ou Joyeuse en ont fait leur produit phare, mais c'est l'Uni, le précurseur des boîtes à histoire, qui est à la tête du marché. Maëlle Chassard en est la cofondatrice. Eh bien, depuis la commercialisation de la fabrique à histoire en 2016, on en a vendu plus de 1,6 million d'exemplaires. On est à 102 millions de chiffre d'affaires cumulés. En France, l'année dernière, quelques 800 000 exemplaires ont été vendus au total. Comptez 75 € en moyenne pour une boîte à histoire. Voilà, 75 € en moyenne pour une boîte à histoire. Ça peut faire l'objet d'un cadeau de Noël, ça, ou pour un anniversaire. Vous nous en racontez des belles histoires, Christophe Lamar. Ah, on essaie, tiens, on parle d'histoire, les sports, le Tour de France, 16e étape, là, vous allez voir s'il ne va pas y avoir des histoires. Le contre-la-montre entre Passy et Combloux permettra peut-être de creuser les écarts entre favoris. Si je vous dis favoris, évidemment, vous pensez à qui ? Jonas Vingegaard, le maillot jaune, bien sûr, et son dauphin, le Slovène Tadej Pogačar. 10 secondes seulement séparent les deux coureurs. On verra effectivement si cette 16e étape va permettre de creuser les écarts et de faire enfin la différence. Et puis la disparition d'un nom qui a compté dans le monde du football français. Robert Budzinski est mort hier à 83 ans, ex-joueur de Lens et de Nantes. Il s'était reconverti d'ailleurs avec succès en tant que directeur sportif des Canaries, poste qu'il a occupé pendant 35 ans. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal de 7h.